Vous hésitez à faire une thèse scientifique et vous ne trouvez pas de réponse à vos questions? Ne vous en faites pas. Vous n'êtes pas seul. Je suis Ronnie Abessidan, doctorant en IA et cybersécurité à Lille, et je vous propose de vous aider dans votre recherche. Avec thèse, antithèse, synthèse, la thèse scientifique n'aura plus de secret pour vous. Il est temps de brancher vos écouteurs. L'épisode va bientôt démarrer. Bonne écoute. Bienvenue dans ce nouvel épisode de thèse, antithèse, synthèse. Donc, le sujet de cet épisode, ce sera le syndrome de l'imposteur, pré-thèse et pendant la thèse. Alors, pourquoi est-ce que j'aborde cette problématique? Tout simplement parce que si vous êtes en train d'hésiter à faire une thèse, donc par exemple vous êtes étudiant ou un salarié qui voudrait faire une thèse, probablement que si vous hésitez, peut-être que c'est parce que vous vous sentez pas légitime pour faire cette thèse. Donc, ok, ça arrive et c'est ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Et même en fait, si vous réussissez à dépasser ce syndrome de l'imposteur et que vous réussissez à décrocher une thèse en fait, vous pouvez aussi avoir ce syndrome pendant la thèse et souvent en début de thèse, comme si finalement vous n'étiez pas légitime d'être là. C'est tout à fait normal et c'est pour ça qu'on va aborder du coup ce problème dans cet épisode qui touche beaucoup de personnes. Donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir, des excellents invités avec nous et je vous propose de commencer cet épisode en présentant les invités. Donc en fait, par exemple, je propose à Pierre de commencer par te présenter. Donc je suis Pierre Chenet, professeur à Centrale Lille et je fais ma recherche à Cristal, dans une équipe de traitement statistique du signal. OK et je passe le micro à Pauline, ouais. Bonjour, donc moi c'est Pauline Puteaux, je suis chargée de recherche CNRS, au Cristal et dans la même équipe que Pierre. Bon, moi j'ai soutenu ma thèse d'informatique en 2020 et puis, mon domaine de recherche, c'est la sécurité multimédia et en particulier, tout ce qui concerne l'analyse et le traitement des données dans le domaine chiffré. Bah, ton tour Julie. Bah, bonjour, merci pour l'invitation. Donc moi, c'est Julie Lopez. Je suis docteure en microbiologie. J'ai soutenu ma thèse il y a un peu plus de 3 ans maintenant et je me suis, reconvertie dans l'entrepreneuriat et maintenant, j'accompagne, des anciens moi, des, doctorants et docteurs, pour, plus de souveraineté et de confiance dans tous leurs projets et notamment le projet de la thèse. OK. Donc j'aimerais commencer cet épisode, donc en parlant du syndrome de l'imposteur juste avant qu'on démarre une thèse. Donc, je vais commencer par m'adresser du coup à Pauline et Julie. Vous êtes docteur depuis peu, on va dire. Et j'aimerais savoir si déjà vous, avant d'avoir la thèse, est-ce que vous vous sentiez légitime pour faire une thèse? Est-ce que ça vous a déjà traversé l'esprit que en fait, vous n'étiez pas, au niveau, par rapport au niveau que ça demanderait de faire une thèse et que, cela serait peut-être problématique, ou alors impossible de candidater? Alors je sais pas qui veut commencer à s'exprimer là-dessus? Bah, vas-y Pauline si tu veux. Bon donc du coup, bon déjà, faut que je commence par dire que je suis quelqu'un qui est assez stressé de base, donc c'est quelque chose qui m'a vraiment, poursuivie toute ma vie et qui continue encore aujourd'hui. Pendant toute ma scolarité, j'étais assez sérieuse, avec toujours des bons résultats, mais toujours cette peur du coup d'échouer en fait et de pas être à niveau. Donc j'ai fait la fac, dans un cursus, maths appli informatique et en fait, dès qu'il y avait des périodes de partiels, déjà j'étais toujours, super stressée à m'en rendre malade et à me dire que vraiment j'étais nulle, enfin voilà. Alors qu'au final ça se passait quand même toujours plutôt bien. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, pendant mon année de master 1, j'ai fait un stage, sur Montpellier, donc un stage de 15 semaines, dans le domaine de la sécurité multimédia déjà. Et en fait, dès ce stage de M1, à la fin du stage, on m'a proposé en fait de poursuivre en thèse après mon M2. Mais on m'a dit que voilà, bon, pour pouvoir avoir cette thèse, ce serait un contrat doctoral et donc en fait, c'est une bourse qui est attribuée sur concours et du coup, on m'a mis directement, donc dès la fin du M1, une grosse pression en me disant qu'il fallait que j'ai absolument 14 dans toutes les matières pour pouvoir prétendre à cette bourse de thèse. Donc au final, moi, ce qui s'est passé, c'est plutôt que j'avais peur d'échouer au concours, plutôt que vraiment peur de pas avoir le profil pour faire une thèse. Parce que pour moi, en fait, ça avait été clair à l'issue de ce stage que, j'avais envie de faire de la recherche, que j'ai envie de travailler en laboratoire, dans la suite de ma carrière.
Et du coup, pour le concours, bah, j'étais très bien, préparée, j'avais beaucoup répété pour mon audition et en fait, quand j'arrive et quand j'attends mon tour pour passer, je vois que dans la salle, il y a des gens qui avaient fait Polytechnique, tout ça, donc je me suis dit: «Bon, c'est mort, c'est impossible que ça passe pour moi». Mmh. Bon, au final, ça s'est bien passé et j'ai eu la bourse de thèse, donc là, j'étais super contente. Mais en plus, après, il a fallu faire face aux mauvaises langues, en fait, qui me disaient que j'ai eu la bourse de thèse parce que j'étais une fille et qu'il fallait recruter des filles en informatique. Donc du coup, ça m'a remis beaucoup de doutes, en fait, en particulier sur mes compétences techniques. Mais voilà, mais en même temps aussi, ce qui s'est passé, c'est que du coup, ça m'a donné quand même, envie de prouver que j'étais à ma place et que je méritais d'avoir eu, cette bourse de thèse. Donc voilà, moi je l'ai vécu comme ça. Oui, c'est vrai, c'est intéressant ce que tu dis, et du coup, Julie, de ton côté, toi aussi, est-ce que tu avais une sorte de syndrome de l'imposteur avant, de t'engager dans ta thèse? Alors moi, c'est vrai que je l'ai pas ressenti. Pour moi, c'était vraiment la suite logique, M1, M2, bah, après le master, tu fais une thèse. C'est un peu ce qu'on nous inculquait aussi, donc je me suis pas, sentie, heu, vraiment, illégitime à faire une thèse parce que c'était, le cursus, «normal» entre guillemets. Hem Par contre, moi, c'est vrai que j'ai eu de la chance, j'ai pas eu besoin de passer des concours. J'étais dans bons termes avec certains professeurs et dont un qui avait déjà les financements. Donc, il m'a fait, voilà, passer un entretien pour dire que, voilà, fallait passer un entretien. Mais voilà, j'ai eu qu'un seul entretien et comme on s'entendait bien, bah, c'est tout de suite, bien passé et je me sentais pas forcément illégitime parce que, voilà, en master, on fait un stage et je sais que de toute façon, pour moi, c'était, voilà, un stage mais plus long de 3 ans, mais dans tous les cas que j'allais apprendre, et je partais pas de rien, quoi. Donc moi, je l'ai pas forcément, ressenti, c'était assez simple pour moi. C'est marrant parce qu'on voit vraiment une sorte de contraste entre Pauline et toi. Donc, puis d'un côté, Pauline, elle voulait faire un doctorat en informatique. Malheureusement, en informatique, il n'y a pas encore beaucoup de femmes qui font un doctorat. Et du coup, elle a une sorte de pré-syndrome de l'imposteur. Et toi, de ton côté, j'ai l'impression que tu ne l'as pas eu du tout parce que peut-être en microbiologie, c'est le contraire. Il y a peut-être énormément de femmes et peu d'hommes finalement. Ouais, ouais, c'est vrai qu'en microbiologie, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes dans ce domaine-là, ça c'est vrai. Ok. Et maintenant, Pierre, j'aimerais m'adresser à toi, puisque toi, tu as l'occasion, du coup, depuis de nombreuses années, de rencontrer des étudiants et qui veulent potentiellement faire une thèse. Et j'imagine que toi, peut-être, tu vas avoir plusieurs retours de est-ce qu'il y avait déjà tu as bien ressenti ce syndrome de l'imposteur chez certaines personnes? Quels étaient leurs arguments de pourquoi ils ne se sentaient pas légitimes pour faire une thèse? Est-ce que tu as des retours par rapport à ça? Alors souvent, donc moi j'ai aujourd'hui 2 casquettes, on va dire, celle, d'une part de responsable de formation au niveau master justement, donc j'accompagne aussi les étudiants dans leur réflexion, vers, une thèse, pourquoi pas moi quoi? On fait souvent des réunions à ce sujet avec eux pendant l'année de M2 ou de dernière année d'école d'ingénieur. Et puis, il y a, la casquette, encadrant de thèse ou, recruteur du coup de doctorants et dans les entretiens, on a aussi affaire au questionnement d'étudiants qui se demandent s'ils vont être au niveau pour le sujet de thèse qu'on propose. Du coup, c'est 2 rôles un peu différents. Alors, si je prends ma casquette recruteur, on est dans un mode, sélectif. On cherche à trouver, les points forts du potentiel doctorant en rapport avec le projet de thèse. Heu et en fait, c'est vrai qu'on va constater que même un très bon candidat, quelquefois, va émettre des doutes et j'ajouterais qu'effectivement, si en plus c'est une très bonne candidate, elle doute souvent encore plus dans nos domaines parce qu'effectivement, elle représente, autour de 20 des doctorantes aujourd'hui. Elles ont déjà dû franchir beaucoup d'étapes pour arriver là et encore une fois, il y a une sélection, encore une fois, elles trouvent qu'il y a une barrière à franchir. Mais, c'est vrai en fait pour les candidats hommes aussi, sauf quelques-uns qui n'ont jamais douté de rien, bien sûr. Mais ceux-là, on n'a pas trop besoin de les aider ou de les convaincre. Par contre, c'est vrai que quelquefois, on voit un très bon candidat. On se dit, que nous, on est parfaitement prêt à le recruter ou une candidate d'ailleurs et c'est lui ou elle qui nous dit, que, bah, il se questionne et il a un petit peu peur. Donc là, on essaye plutôt si nous, on a un bon ressenti, qu'on voit que le profil colle, bah, on va reprendre la casquette, la même que celle qu'on qu'on a quand on est responsable de formation, c'est-à-dire rassurer
les étudiants et futurs doctorants sur le fait que on commence pas une thèse en étant déjà expert du sujet. On commence une thèse avec un bagage qui nous permet d'approfondir ce sujet-là. Et j'ai l'habitude d'utiliser, et je suis pas le seul, je pense, d'utiliser les premiers mois d'une thèse comme une espèce de super master Mmh. où le doctorant ou la doctorante va passer pas mal de temps à lire des livres, des articles, se faire ses propres TP pour se familiariser avec la partie pratique du sujet, prendre en main les outils. Et puis, en fait, au bout de quelques mois, on a quelqu'un qui éventuellement avait même pas forcément eu un vrai cours de N2 sur le sujet ou en rapport direct avec le sujet de thèse et qui devient très fort sur le sujet, ou plus fort que s'il avait eu un cours de 24 ou 30 heures, puisque à 35 heures par semaine, quand on passe 3 mois, voilà, on commence à avoir passé des centaines d'heures sur le sujet à son rythme. Et si on a le bon profil, c'est qu'on a aussi la capacité d'apprentissage. Donc, on va très vite monter en compétence et au bout de 2 ou 3 mois, d'un seul coup, ce qui paraissait mystérieux comme mot dans le sujet initial devient commun et maîtrisé. Et puis, voilà. Donc, c'est quelque chose qu'on répète souvent, alors soit en début de thèse, après le recrutement, soit avant la thèse pour ceux qui se posent la question. Comptez sur le fait que les premiers mois vous permettront, si vous avez été recruté, c'est qu'on vous a fait confiance pour ça, ces premiers mois vous permettront de franchir un premier cap et d'appréhender le sujet très correctement, quoi. Après, il y a aussi des étudiants, moi personnellement, il y a des étudiants qui m'ont contacté récemment sur LinkedIn, par exemple, ils m'ont dit, moi, j'ai envie de faire une thèse, mais en même temps, je ne sais pas vulgariser, je ne sais pas expliquer les choses, comment je vais faire. Enfin, il n'y a pas que les connaissances en fait qui bloquent. Je pense qu'il y a plus que ça. Et en fait, je pense qu'on pourrait même aborder, si tu veux, des compétences qu'on devrait avoir ou développer pour assurer une bonne expérience de thèse. Par exemple, j'imagine si quelqu'un n'est pas autonome et qu'il arrive en thèse, ça peut peut-être poser problème. Alors là, on va sur le terrain de ce qu'on discute et de ce qu'on expose comme qualité qu'il vaut mieux avoir avant de s'embarquer dans une thèse et en fait, de manière plus générale, dans une activité de recherche. Euh, Là, c'est vrai que, il y a des questions de caractère, de façon de travailler. Donc, par exemple, si on supporte pas de pas avoir tout de suite des résultats positifs à court terme, je parle souvent, moi, alors, au-delà du syndrome de l'imposteur, il y a le syndrome du vendredi soir, hein, qui est celui où, depuis le lundi, on travaille sur une question sans trouver de réponse satisfaisante avant le vendredi soir. Et le vendredi soir, on part en week-end insatisfait. Et ce vendredi soir, là, assez noir, il peut se répéter pendant une thèse, mais pas que pendant une thèse, pendant toute une vie de chercheur, en fait. Donc, les vendredis noirs, il faut savoir les vivre avec, les assumer. Donc, ça demande effectivement une certaine, entre guillemets, résilience morale face à ça, en étant convaincu que ce sera compensé par les jours de Eureka, j'ai trouvé la satisfaction et ces moments-là, finalement assez jouissifs, hein, ça y est, j'ai débloqué ce truc qui me pourrissait la vie toutes les semaines. Et ça, c'est à l'échelle effectivement de quelques mois. Et ça dure pendant 3 ans. Et puis si on se projette dans la recherche après, un peu tout le temps. Donc oui, là, à nouveau, le syndrome de l'imposteur peut ressurgir parce que quand on s'aperçoit que on n'y arrive pas, on n'y arrive pas, puis on n'y arrive toujours pas, on se dit, est-ce que je suis à ma place? Est-ce que j'ai bien fait de venir? Donc attention à avoir effectivement réfléchi avant à quel profil moral on a, dans quoi on trouve son plaisir dans la vie. Si on arrive à se satisfaire d'avoir appris des choses déjà pendant la semaine sans avoir forcément résolu le problème, on peut y trouver son équilibre. Si par contre, on est tout de suite démoralisé, déstabilisé, faut pas aller dans ce genre de métier. Il faut aller dans des métiers où il y a un peu plus de certitude, un peu moins d'enjeux personnels aussi et d'engagement moral personnel pour se protéger, tout simplement, parce que tout le monde n'est pas forcément fait pour vivre ça. Ouais. Donc, ça fait une bonne transition avec maintenant le syndrome de l'imposteur pendant la thèse. Et j'aimerais du coup repasser à vous, Pauline et Julie, par rapport à ça. Est-ce que du coup, vous avez vécu ce syndrome de l'imposteur pendant votre thèse, que ce soit au début, à la fin, je ne sais pas à quel moment vous l'avez vécu, peut-être tout le temps. J'aimerais bien avoir votre témoignage là-dessus.
Du coup, moi, je rebondis un peu, sur ce que dit Pierre. C'est qu'en fait, au fil des résultats qu'on a, on va l'avoir à différents moments. Ça va toujours revenir un peu. Mais voilà, après, il y a des choses toutes simples, en fait, qu'on peut essayer de faire, pour éviter justement d'avoir ces problèmes. Euh, Moi, enfin personnellement, donc je l'avais pas fait en première année de thèse, mais j'ai eu une grosse période en fait pendant ma thèse où justement j'avais pas de résultats. J'avais des résultats d'avant que j'arrivais pas à publier parce que j'ai échoué plusieurs échecs en fait lorsque j'ai soumis mes papiers. Et du coup, en fait, ce que j'ai commencé à faire en deuxième année, c'est de faire un dossier dans ma boîte mail où j'ai mis en fait toutes les bonnes nouvelles que j'avais reçues. Donc, non, mais c'est vrai, tous les papiers déjà acceptés, aussi des mails de collaborateurs enthousiastes, de directeurs de thèse qui est super content en fait de ce qu'on avait fait à certains moments. Voilà, donc j'ai regroupé tout ça et du coup, quand j'avais un petit coup de mou, en fait, j'allais régulièrement consulter ces mails-là. Et puis par rapport là au syndrome du vendredi soir, moi j'ai pris l'habitude aussi, et ça je le fais encore maintenant en fait, de me faire des listes en début de journée. Euh, et en fait en début de journée, voilà, je regarde un peu ce que j'ai à faire, mais du coup je décompose vraiment une tâche en sous-tâches qui sont assez faciles à faire en fait. Et du coup, à la fin de la journée, je peux faire mon bilan et me dire, bah, en fait, tu vois, même si t'as pas trouvé le résultat que tu attendais depuis un moment, bah, au moins, tu as des petites victoires personnelles, en fait, que tu peux quand même célébrer à chaque fois. Donc ça, voilà, on peut le faire tous les jours, on peut le faire toutes les semaines. Et puis après, c'est quelque chose qu'on peut aussi, justement, partager avec son directeur de thèse quand on fait les réunions d'avancement, en fait. Et ça évite aussi, parce que voilà, il y a le syndrome du vendredi soir, mais il y a aussi le syndrome du lundi matin, moi que j'avais personnellement, où tous les lundis matins, je devais faire un point sur ce que j'avais fait dans la semaine avec le directeur de thèse. Et souvent, en fait, ça faisait que je passais mon week-end à essayer d'avancer sur des choses parce que je me rendais pas compte que j'avais déjà justement avancé sur différents points la semaine d'avant, en fait. Et je passais énormément de temps à faire ça, j'étais super stressée, alors qu'en fait, voilà, si on fait ces listes-là, ça aide beaucoup, je trouve, hein. Voilà, donc après, enfin voilà, ce qui peut être bien aussi, c'est des fois, quand on a ce problème, c'est de faire aussi des coupures, hein, parce qu'il y a des moments où vraiment on sature, hein, et du coup, il faut juste sortir, prendre l'air et accepter en fait de se plonger dans une vraie activité. Parce que souvent, ce qui se passe quand on essaie de faire ces coupures, c'est qu'on a quand même notre recherche dans la tête et du coup, on fait juste du rien. Moi, j'appelle ça du rien. On est là sur notre téléphone, on regarde des vidéos YouTube, tout ça, mais en se disant dans un petit coin de notre tête, oh là là, mais je serais quand même mieux à travailler. Alors que si des fois on se prend un jour ou deux, où juste on va prendre l'air, on fait des activités créatives, on voit ses amis, enfin, on se recentre un peu sur soi-même. Moi, je trouve que ça aide beaucoup après à se remettre dans une bonne dynamique en fait pour travailler, et puis pour se dire que finalement on n'est pas si nul que ça et qu'on a juste besoin de faire une coupure. Voilà. Très bien, merci Pauline pour ce témoignage. Je te rejoins totalement sur la nécessité parfois de faire des coupures, hein. Je l'expérimente déjà, évidemment. Donc maintenant, je vais passer au témoignage de Julie. Est-ce que du coup, tu rejoins un peu ce qu'a dit Pauline ou tu as des choses à rajouter? Alors ouais, il y a pas mal de choses où j'ai envie de rebondir, mais je vais parler, d'abord de comment j'ai vécu le pendant thèse. Très bien. C'est vrai que la première année, c'est moi j'ai vraiment vu la thèse comme j'ai fait 3 ans, heu et je vois vraiment la thèse comme un cycle de vie, en fait. La première année, tu es un peu, cet enfant qui découvre, aussi le monde, qui a l'impression que, tout le monde sait mieux que lui. Le directeur, c'est, waouh, la tête, intelligente, il sait tout. Moi, j'étais vraiment dans l'admiration ma première année. Et je pense qu'à ce moment-là, le syndrome de l'imposteur était plus présent parce que je me sentais toute petite et voilà, j'étais apprenante, en fait, face aux autres. Et en deuxième année, j'ai vécu ça un peu comme mon adolescence. C'est, là, je commence vraiment à comprendre, en fait, mon sujet, à bien l'assimiler et à vouloir tenter des trucs que mon directeur ne voulait pas forcément tenter. Et j'étais frustrée parce que, comme un adolescent, j'ai envie de faire un truc et je peux pas le faire et voilà, ça m'énerve, j'étais un peu, en mode colère. Et je pense que la troisième année, c'était ma période où j'étais adulte et voilà, je maîtrisais mon sujet, j'avais moins ce syndrome, de l'imposteur parce que voilà, je faisais quand même les manips que je voulais faire à côté, tout en faisant les manips qu'on a convenus avec mon directeur et si ça marchait, bah, tant mieux, je pouvais lui présenter d'autres résultats. Mais voilà, en fait, je pense que ça c'est cyclique comme, tout en fait dans la vie, c'est cyclique. La thèse, c'est un cycle et pour commencer une thèse, il n'y a pas besoin de se sentir, méga en confiance, légitime de fou parce qu'en fait, ça va se faire par l'action. Ça va venir,
en faisant de l'action, en fait, des pratiques, des manips, des lectures. La confiance, c'est vraiment un ou même le sentiment de légitimité et donc l'inverse du syndrome de l'imposteur, c'est vraiment un ressenti qu'on a à l'intérieur de soi. C'est pas quelque chose qu'on acquiert, mais c'est quelque chose, qu'on ressent à l'intérieur de soi. Donc je rejoins beaucoup Pauline sur le fait de prendre du temps pour soi, de prendre du temps vraiment pour se célébrer, chose que je faisais pas forcément en thèse. Et c'est peut-être à ces moments-là, justement, où je me sentais, pas assez parce que je prenais pas ces temps le vendredi ou le samedi pour dire: «Bah, qu'est-ce que j'ai fait de ma semaine? Est-ce que je suis fière? Est-ce que je suis fière?» Et c'est vraiment un conseil que je donnerais, c'est prenez le temps de vous célébrer à chaque étape. C'est comme une montagne, en fait, la thèse où le bout de la montagne, c'est, la soutenance et quand on commence, on voit le haut de la montagne et on est là: «Oh, mais je vais jamais y arriver à monter là-haut, quoi. C'est pas possible». Alors qu'en fait, on fait escale par escale. On monte pas une montagne d'un seul coup, on monte petit à petit. Alors je parle beaucoup des montagnes parce que je viens de Grenoble, mais donc c'est ma référence. Mais je trouve que l'image est belle, c'est qu'on va monter petit à petit, on va s'arrêter dans des endroits, faire des pauses, se célébrer déjà d'avoir fait tout ça et ensuite, bah, ça va permettre de remotiver, de garder une énergie de où on est boosté, où on est fier de soi, fier de ses petits pas pour ensuite aller, à l'escale suivante, puis à l'escale suivante et en fait, on se retrouve en troisième année et on se dit: «Bah, purée, j'ai fait tout ça, c'est quand même super chouette» et on peut être fier de soi. Donc ouais, je rejoins sur les baby steps, heu, les petites étapes et en fait, c'est ça qui va alimenter la confiance en soi, ce sentiment d'être légitime, d'être capable, d'être assez, tout en acceptant qu'il y a des creux en fait, oui, il y a des périodes où c'est normal de se sentir un peu moins bien, et l'important, c'est de pas s'attacher en fait à ces pensées-là. Quand on se dit: «Ah, je suis nul», non, c'est juste la période peut-être qui veut ça, mais on s'identifie faut pas, s'identifier à ces pensées-là, à ces pensées un peu plus down, parce que c'est comme les nuages ne définissent pas un ciel, ça change tout le temps. Donc nous, c'est pareil, c'est voilà, on a des pensées des fois et on s'y attache pas, on observe juste l'état où on est et après on peut se dire: «Bah, qu'est-ce que je peux faire pour alimenter un peu, me remonter dans des énergies plus bonnes?» comme, bah, se célébrer, chaque vendredi, à chaque étape, comme, disait Pauline aussi, prendre, un coup d'air, être créatif, se recentrer sur soi, pour, bah voilà, pour cultiver un peu, une sorte de joie intérieure, de sécurité intérieure, dans ces moments, off, de créativité et cetera, quoi. OK. C'est vraiment la reine des métaphores là, tu les as sorties toutes. Oui, Mais je je pense que trouve que c'est Pauline très parlant, au moins c les gens, ça permet de visualiser. En tout cas, moi, je suis comme ça. Il y a peut-être des personnes, ça va pas parler, mais moi, je sais que la visualisation m'aide énormément à prendre du recul, à tout ça, quoi. je pense que Pauline va rebondir sur ce que tu dis. Ouais, moi, c'est par rapport, à ce que tu disais, en fait, sur, l'organisation de la thèse, enfin sur, les avancées qu'on fait au fur et à mesure. Moi perso, la troisième année, je l'ai pas du tout vécu comme ça. Le début de la troisième année, justement, je me suis dit: «Oh là là, mais mon Dieu, dans quoi je me suis embarquée? Qu'est-ce que j'ai fait pendant ces 2 ans?» alors que pourtant j'avais des quand même des choses à faire et surtout souvent la période de rédaction, en fait, ça peut être assez difficile à vivre parce qu'en plus, justement, c'est frustrant. Nous, après je sais pas, ça dépend peut-être des domaines, mais justement, il y a plein de choses qu'on a envie de faire en troisième année. Moi, je trouve que justement, on n'a pas le temps de faire parce qu'il faut rédiger, parce qu'on a cette pression au bout et en fait, par contre, effectivement, je rejoins, en fait, ce qui a été dit sur, la soutenance. Enfin, moi, vraiment, la soutenance de thèse, j'ai vécu ça peut-être comme, je vais pas dire le moment le meilleur de ma vie, mais quand même, enfin, vraiment comme quelque chose où enfin, c'est la fois où j'ai vraiment été le plus fière de moi, en La fait. consécration. Mmh. Ben, non, mais en réalité, c'est vraiment, et je pense que ça m'a beaucoup aidé quand même avec mon syndrome de l'imposteur. Bon, la partie où on doit expliquer ce qu'on a fait pendant la thèse, bon ça, c'était bien préparé. Quand on est stressé, bon, on se dit: «Bon, bah, voilà, au moins j'ai répété, 100 fois, donc bon, ça devrait le faire» et puis de toute manière, j'avais réussi à me dire quand même que de toute manière,
les gens ne m'attendent pas sur des points précis. Je suis la seule à savoir exactement ce que je dois dire, donc ça va le faire, c'est carré. Par contre, j'avais super peur des réponses aux questions et en fait, pour moi, ces réponses aux questions, ça a été génial. J'ai trouvé c'est la première fois dans ma vie où justement je me suis sentie à niveau parce qu'en fait, des gens pour nous, enfin qu'on estime énormément, qui pour nous sont des pontes en fait du domaine, bah, on arrive à échanger avec eux. Ils nous posent des questions sur ce qu'on fait avec un réel intérêt. On sait répondre, hein, quand même dans la plupart des cas, hein, c'est le cas, il faut se le dire, hein. Et franchement, ça fait du bien. Et après, à partir du moment où on a passé cette soutenance de thèse, bah, en fait, on est vu vraiment comme des collègues, en fait, dès le départ. On n'est plus ce statut d'étudiant et en fait, ça aide énormément. Et du coup, l'autre chose que je voulais rajouter, qui est un peu en lien avec ça, c'est qu'après, justement, faut pas se censurer, en fait, quand il y a des concours à faire ou quand il y a des articles à soumettre. Parce que moi, c'est le meilleur conseil qu'on m'ait donné notamment, mais ça, c'est pour la suite, c'est plutôt après quand j'ai candidaté au CNRS, c'est qu'en fait, il faut vraiment voir les choses comme un jeu et que si on tente pas, en fait, on gagne pas. Et à partir du moment où on se dit ça, on se dit que, ben, voilà, on perd rien, en fait, à participer à ces expériences. Au pire, on perd du temps. Mais au final, c'est même pas vraiment une perte de temps parce qu'on apprend beaucoup de choses, sur nous-mêmes, on fait le point aussi sur nos recherches, sur ce qu'on a envie de faire. Donc en fait, c'est que du bonus, en fait, de tenter ces choses-là et il y a pas forcément à se demander justement, si on est assez bon pour le faire parce que, ben, ça passe ou ça casse, mais voilà, ma foi, ça va pas changer la face du monde au pire, d'échouer à ce genre de concours et c'est vrai qu'une fois en plus, enfin les fois où ça se passe bien, en fait, ça apporte tellement, de bien en fait, même moralement, et personnellement que ça vaut le coup de le tenter, en fait. Le jeu en vaut la chandelle. Merci Pauline pour cet excellent conseil. On sait tous qu'il ne t'entraîne à rien et pourtant, on ne l'applique pas souvent. Donc c'est bien de le rappeler. Maintenant, j'aimerais me tourner vers toi, Pierre, puisqu'en plus du coup, d'être responsable de formation, donc au contact d'étudiants, de master ou en école d'ingénieur, tu encadres des doctorants et j'aimerais savoir si tu as observé ce syndrome de l'imposteur, du coup, chez les doctorants que tu as encadrés et comment est-ce qu'ils sont pris pour, le surmonter? Voilà. Est-ce que tu pourrais témoigner à ce sujet? Alors, je sais pas si je mettrais le mot syndrome de l'imposteur, en permanence sur, les variations dans le niveau de confiance du doctorant au fil de son parcours. Il peut arriver qu'il y ait, que ça aille jusqu'au syndrome de l'imposteur, notamment si, ben, il peut arriver qu'un doctorant reçoive une invitation pour aller, présenter son travail, que ce soit avec un poster ou un séminaire. Et puis, ben, d'un seul coup, il a un coup de pression parce que, il se dit: «Ben, est-ce que je vais être capable de présenter mon travail devant ces gens qui m'invitent? Est-ce que j'en suis digne?» Et cetera. Bon, là, en général, s'il y a cette invitation, c'est que le doctorant a déjà bien travaillé, donc c'est assez facile de le rassurer. C'est juste, là, de l'accompagnement, du soutien moral, on va dire. Maintenant, pendant la thèse, en fait, au-delà du syndrome de l'imposteur, il y a ce qu'on a évoqué là, ce qu'a évoqué aussi, Pauline, le fait que, ben, au fil de la thèse, avant le sommet de la montagne, on voit quand même l'école intermédiaire là et quelquefois on les trouve un peu hauts et on se sent pas forcément prêt, à les atteindre. Donc là, c'est vrai que le rôle de l'encadrant, c'est, rassurer, accompagner, un peu comme le guide de haute montagne, je vais filer la métaphore, hein, c'est une cordée, une thèse quand même il y a des moments où c'est le doctorant qui tire et puis, l'encadrant n'a que à donner éventuellement des petites indications vues d'en bas et puis, d'autres moments où au contraire, effectivement, le doctorant, il a besoin que le guide passe devant, tienne bien la corde, sous quai ferme et puis, et le doctorant s'accroche parce que c'est un moment où il se sent plus faible, on va dire, au moins moralement. Donc oui, c'est aussi pour ça que le directeur de thèse ou la directrice de thèse, faut être présent, il faut être là. Quand on sent être attentif au moral du doctorant ou de la doctorante et quelquefois, ben, on est pris, on est pressé, on fait moins attention et là, on se met dans des situations un petit peu dangereuses, quelquefois sans s'en rendre compte parce que, le doctorant, la doctorante s'exprime pas forcément, sur son ressenti du moment. Il y a une faille de confiance. Le directeur de thèse, lui aussi, il a ses sollicitations et cetera et puis, bah, il peut arriver qu'à un moment, la cordée, elle s'est un petit peu désolidarisée
et le doctorant se perd un peu là, il quitte un peu la route principale. Là, il faut vite se ressaisir parce qu'effectivement, là, on peut se retrouver dans une situation critique où on va arriver jusqu'au syndrome de l'imposteur, mais même à la sortie de route, finalement, par rapport à la thèse, quoi. Ça, c'est ce qu'il faut absolument éviter. Donc les 2 des 2 côtés, il faut qu'il y ait, d'une part du côté du doctorant, pas hésiter à s'exprimer, à dire les choses, prendre le temps d'alerter, l'encadrement pour dire: «Bah, là, ça va pas, je me sens pas bien, j'arrive pas à avoir confiance dans ce que je suis en train de faire». Il faut savoir l'exprimer, pour que ce soit entendu. Puis inversement, ben, côté encadrant, il faut qu'on soit vigilant, prêter attention aux petits signes, de baisse de confiance, baisse de morale dans, «Non, mais là, je n'y arrive pas, ça va jamais marcher», et typiquement, voilà, alors, Pauline parlait du coup de pression du lundi matin. Moi, j'évite justement de faire des réunions de mise en route le lundi matin et je préfère les faire sur la fin de semaine, justement pour être plutôt, là pour assurer que, on fasse ces petites célébrations, les petites victoires de la semaine et être plutôt là pour rassurer, le doctorant, la doctorante pour que justement il puisse passer un week-end serein, aller se changer les idées sans que ça l'obsède, dormir la nuit. Voilà, parce que nous aussi on le vit après, hein. Après on n'a plus de directeur de thèse et puis on doit se gérer tout seul et on doit gérer ça, hein. On doit gérer le fait que des fois ça peut nous réveiller la nuit, ça peut nous empêcher de se libérer la tête le week-end. Donc oui, cet équilibre-là, il est encore plus essentiel quand on est débutant parce qu'on n'a pas encore appris à gérer ça. OK. Merci beaucoup pour toutes ces informations-là. Je pense que vraiment, franchement, c'est un super épisode, hein. Est-ce que vous avez des choses à rajouter par rapport à tout ce qui a été dit? Moi, j'avais prévu de parler que de ça, mais peut-être que vous avez des points, auxquels vous pensiez qu'on allait aborder et on l'a pas abordé, je sais pas? Moi, j'ai envie de rajouter, que le syndrome de l'imposteur, le sentiment de fois de pas être assez, d'être illégitime, en fait, c'est pas, quelque chose qui, une fois qu'il est parti, il revient jamais. Ça revient tout le temps. Donc, je j'ai envie de rassurer aussi sur le fait que vous êtes normal, vous n'êtes pas seul à ressentir, ces émotions à l'intérieur de vous à certaines périodes, de votre vie, où vous vous sentez un peu, bah, un peu moins en confiance. Donc voilà, c'est normal. J'ai aussi envie de rajouter que il y a pas besoin de savoir faire quelque chose avant de le faire, parce que voilà, ça marche jamais comme ça, mais faites-le, essayez, expérimentez et voyez, ce que ça donne, comment vous vous sentez après cette expérience. Qu'est-ce que de toute façon, au fond de nous, on sait, c'est juste que des fois, on a du mal à entendre, le message. Mais, moi, j'invite vraiment à expérimenter et ensuite à vous poser vraiment avec vous-même à la honnêteté et savoir qu'est-ce que c'est venu, travailler chez vous? Est-ce que ça a augmenté votre confiance? Est-ce que ça l'a diminué? Comment vous vous sentez? Écrivez aussi peut-être. Le fait d'écrire, vos pensées, ça permet, de voir plus clair aussi sur vos émotions et qu'est-ce que ça veut dire de vous. Mais voilà, tout est normal et prenez le temps de vous observer avec, beaucoup de bienveillance surtout, évitez le jugement, c'est une énergie qui ne vous porte pas, qui ne porte pas de manière générale. Mais voilà, je voulais peut-être, rajouter ça, expérimentez, observez-vous avec bienveillance et tout se passera bien. Faites-vous confiance. Moi, c'était juste pour dire que voilà, si vous hésitez à vous lancer dans une thèse, bon effectivement, vos enseignants sont des bons référents pour en discuter, comme l'a dit Pierre. Mais moi, ce que je pense être le plus important, voilà, c'est d'être curieux. Si vous avez cette envie d'apprendre, si vous êtes curieux, si vous êtes créatif, au final, tout se passera bien. On va pas tous au même rythme au niveau de notre thèse, mais on est quand même épaulé par nos encadrants, par les autres doctorants aussi qui sont vraiment une ressource forte, notamment quand on a ces moments de doute. Donc franchement, n'hésitez pas, il faut y aller à fond et puis voilà, ça se passera bien. Au final, ça se passera bien et puis vous en tirerez forcément que du positif. Voilà. Eh bien, je vous propose de conclure sur cette note positive. Merci Pauline et du coup, en fait, merci à tous nos invités aujourd'hui parce que la discussion était vraiment très, très intéressante et bah, j'espère que si vous êtes un auditeur, j'espère que vous avez aimé l'épisode. Au revoir et on se revoit dans un nouvel épisode.
Merci d'être resté jusqu'au bout de cet épisode de Thèse, Antithèse, Synthèse. N'hésitez pas à liker l'épisode s'il vous a plu et à donner des commentaires constructifs pour vous en proposer un encore mieux la prochaine fois. Si vous connaissez d'autres personnes qui hésitent à faire une thèse scientifique, n'hésitez pas à leur partager ce podcast.